j'ai dû faire ça en cours, Bon, je ne vais pas compter sur mon ça. Moi aussi, je pense que je vais Donc c'est un peu les choses dont parlait Florian la dernière fois, mais c'est juste une petite partie, en fait, un zoom sur une petite partie de ce dont il a parlé. Il disait, à un moment donné, il a parlé de significativité, alors des fois il y a le mot significance, significance, il y a pas mal d'anglicisme, donc le mot il arrive dans différents vocabulaires. Et il y avait testing, ça s'appelle aussi split testing. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de comprendre le principe de ce qu'on appelle les tests statistiques. En fait, l'A/B testing, c'est des tests statistiques. Il y a différents problèmes auxquels on peut répondre, et donc il y a différents tests qu'on peut faire. Et donc d'être capable de faire les calculs soi-même ou à minima de comprendre ce que l'ordinateur fait en fait, quand vous demandez un truc. Donc par exemple, regarde, en fait, voilà, je vais commencer même avant. En fait, je sais pas, j'ai raconté à certains d'entre vous, mais au deuxième tour des municipales, je suis allée dépouiller. Donc il n'y avait que 2 candidates, et donc droite-gauche. Et puis j'étais là, donc on était 4, et donc on a commencé à dépouiller. Premier bulletin, candidate de droite, deuxième bulletin, candidate de droite, troisième bulletin, quatrième bulletin, cinquième bulletin, sixième bulletin, septième bulletin, neuvième bulletin, candidate de droite. Et là, à ma table, tout le monde commence à s'exciter, parce que bon, il y a un truc comme ça, je sais pas pourquoi, mais souvent des gens de gauche qui vont dépouiller. Donc du coup, ils commençaient à avoir panique à bord, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Comment ça fait les résultats, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça en fait, elle va nous avouer qu'elle est trop. Donc là, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je suis statisticienne. Tout va bien se passer. On ne peut pas dire que la candidate de droite a gagné parce qu'il y a 9 bulletins de droite qui sont sortis d'un coup. Voilà. Donc ça, c'était le truc. Donc ils disent d'accord, mais à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un résultat il a un sens? Donc ça, c'est toute la question en fait, c'est à partir de quand? Et en effet, en fait, au bout de 100 bulletins, en fait, on avait 58 bulletins pour la candidate de gauche et 42 pour la candidate de droite. Et au bout de 200 bulletins, on avait à peu près cette même proportion de 58-42. Donc, du coup, c'était pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on a 9 bulletins que ça paraît complètement dingue. C'est pareil pour le landing page en fait. C'est pas parce que vous avez 9 clics ou 9 non-clics au début que ça veut dire quelque chose. Donc, par exemple, si on a 1000 personnes, donc 500 hommes et 500 femmes pour faire simple, et on sait que les femmes gagnent en moyenne 2000 € et les hommes 2100, est-ce qu'on peut en conclure pour autant que les femmes gagnent moins que les hommes? Bonne question. Et si en fait ils sont pas 1000 mais ils sont 400, est-ce que la réponse est la même? Et si vous avez 10 femmes et 10 hommes, est-ce que la réponse est la même? Donc en fait, intuitivement, on voit bien que effectivement, si vous posez la question à 10 personnes dans la rue, une question à 10 personnes dans la rue, vous allez avoir un résultat, mais qui va être quand même pas très stable, pas très robuste, et que donc on sent bien qu'il faut demander à de plus en plus de personnes. Bon bah pour vos pages c'est pareil. Si vous avez juste un tout petit nombre de clics, vous ne pourrez rien en conclure. Une deuxième question, voilà, typiquement A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est que vous avez 2 landing pages par exemple, vous allez changer un petit élément ou quelque chose sur vos pages. Je ne sais pas si on voit de loin. Donc en gros c'est la même page, simplement ils ont juste changé la couleur du bouton bas, et donc en bleu et en rouge. Donc, si sur 1000 personnes qui sont passées sur la landing page rouge, il y en a 23 qui ont cliqué, et sur les 500 personnes qui ont vu la bleue, il y en a 17 qui ont cliqué, la question c'est, est-ce que je peux en conclure? Donc là, le pourcentage le plus haut, c'est sur la bleue, du coup. 17 sur 500, c'est plus grand que 23 sur 1000. Du coup, la question c'est, est-ce que je peux dire, on arrête tout, on bloque, c'est sûr que c'est le bouton bleu qui va gagner, et donc on conclut. La question c'est ça. Et donc, à la fin aujourd'hui, on va voir comment on calcule ça et comment on décide effectivement si on arrête le test et si on n'envoie que des boutons bleus. Est-ce que... alors voilà, donc là c'était juste pour dire qu'il y a plusieurs questions, que ça c'est typiquement le genre de truc qu'on se fait un peu avoir. Donc typiquement quand vous ouvrez un journal, il y a un sondage, donc voilà. Peut-on affirmer qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui font de l'informatique? C'est une première question. C'est pas la même question que de dire peut-on affirmer que l'informatique est le domaine où il y a la plus grande différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. C'est déjà pas pareil. Et c'est encore pas pareil de dire peut-on affirmer qu'en informatique la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes est plus grande qu'en marketing. Vous voyez le truc? Donc en fait, il ne faut pas se faire avoir sur les questions qu'on pose. Par contre, ce sera à vous de poser la question, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous voulez savoir si les hommes cliquent plus que les femmes sur votre page? Est-ce
que vous voulez savoir si les hommes préfèrent le bouton rouge? Est-ce que si vous voulez savoir si les hommes préfèrent le bouton rouge plus que les femmes? Trois questions différentes, donc ça c'est des questions qu'il faut absolument avoir en tête, qu'elles sont différentes, c'est à vous de les poser. L'ordinateur il va tout le temps vous donner une réponse, et en fonction de la question que vous posez, pas la même. Donc en gros, la significativité ou significance, c'est la question de est-ce que le chiffre que je vois il est fiable, dans quelle mesure est-ce que je peux l'utiliser et en conclure quelque chose. Et vous m'arrêtez dès qu'il y a une moindre question. Donc, en plus mathématique, on va dire qu'un écart entre deux taux de conversion, par exemple, il est significatif à 5% si la probabilité qu'on l'observe par hasard est inférieure à 5%. Donc en fait, on va tout faire en sorte, on va tout faire pour que on ne soit pas dans un cas où ça pourrait être par hasard ce qu'on observe. Exemple, si vous voulez vérifier si vous avez une pièce, vous voulez lancer, vous voulez vérifier qu'elle est bien équilibrée des deux côtés. Bon, normalement, vous avez 50% de chance de faire pile, 50% de chance de faire face. Il est probable que vous fassiez 20 piles ou 20 faces de suite, mais enfin, ça peut arriver. Par contre, ça va faire un pourcentage qui va être très très faible. Donc, on va jamais, la réponse que vont vous donner les stats, ce sera jamais c'est sûr. Ce sera toujours en fonction de quelque chose. Ce sera toujours, est-ce que c'est sûr à 5% avec 5% d'erreur? Est-ce que c'est sûr avec 95% de chance? Est-ce que c'est sûr, mais ça vous dira jamais c'est sûr et certain. Jamais rien. Donc il y a toujours une probabilité de faire 20 piles ou 20 faces de suite si cette pièce elle est équilibrée. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver, donc ça, il faut aussi bien regarder. Donc on voit que ça a un rapport avec la taille de l'échantillon, on va voir ce que c'est un échantillon. Est-ce que l'échantillon il est compliqué, est-ce qu'il est homogène, hétérogène? Et est-ce que l'écart que j'observe entre les deux mêmes images, par exemple, est-ce qu'il est élevé? Alors s'il y a une des deux, vous avez par exemple 50% de clics et l'autre vous avez 1% de clics, ça va être plus facile de décider que si c'est 5%, 6%. Donc la logique de tout ça, c'est qu'on part d'une hypothèse. Par exemple, l'hypothèse, c'est la page A marche mieux que la page B. On regarde ce que le hasard nous donnerait si on suivait les règles du hasard, et on compare nos valeurs et on décide si c'est le hasard qui a fait que. C'est clair ça. On va y revenir. Si, c'est clair. C'est clair? Ok, donc là c'est un peu des maths, mais j'essaie de les faire. J'ai vraiment essayé de faire des trucs le moins maths possible, mais des fois c'est comme ça que je viens de. Donc, une variable aléatoire, c'est une variable qui va prendre un certain nombre de valeurs possibles, mais vous ne savez pas laquelle à l'avance. Donc, par exemple, un lancer de dés, vous avez 6 valeurs possibles. Un pile ou face, vous avez 2 valeurs possibles, pile ou face, 0 ou 1. La valeur du QI, vous avez plein de valeurs possibles entre à peu près 0 et 150 plus. La variable aléatoire du poids de quelqu'un, vous avez plein de valeurs possibles entre 0 et l'infini, parce qu'on ne sait jamais exactement où il faut s'arrêter. Donc on va dire que voilà, il faut s'arrêter à 250, à 300, je ne sais pas à quel âge, à quel poids c'est plus possible, mais bon, vous voyez l'esprit. Donc en fonction des variables aléatoires, vous pouvez définir quelles valeurs elles peuvent prendre et du coup ce que ça peut donner. Et du coup, la question c'est quelle est la probabilité de faire pile ou de faire face? Quelle est la probabilité d'avoir un QI supérieur à temps? Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. Ça vous dit comment la variable se comporte en fait. Ça vous dit, vous avez 50% de chance de faire pile, 50% de chance de faire face. Et à chaque fois, la somme doit valoir forcément 1. Donc, pour le lancer de dés, vous avez une chance sur 6 de faire 1, une chance sur 6 de faire 2. Et ça, la loi de la variable aléatoire. Ça ne vous dit pas quelle valeur ça va prendre, mais ça vous dit avec quelle probabilité ça va prendre une valeur. Ça va? Easy. Ok. Et un échantillon, du coup, c'est plein de variables que vous observez qui ont la même loi, donc le même comportement. Donc, par exemple, plein de pièces qui sont lancées, plein de dés qui sont lancés, plein de personnes qui cliquent. Et on dit que c'est, alors ça c'est un terme que vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vu, on dit que c'est indépendant et identiquement distribué. Donc indépendant, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça c'est très important, donc sur votre site, quand quelqu'un arrive et qui clique, il ne connaît pas
influencé par une autre personne qui a cliqué, ou qui ne se connaissent pas. Du moins, alors, le fait qu'ils cliquent ou pas n'a rien à voir, c'est ce qu'on suppose en tout cas, avec ce qu'ont fait les autres. Et identiquement distribué, ça veut dire qu'a priori, dans la même probabilité de cliquer. Voilà, donc n lancé de pile ou face, donc j'ai x1 c'est le premier, x2 c'est le deuxième, x3, machin, xn c'est le dernier. Ils sont tous indépendants, ils ne dépendent pas les uns des autres, et ils ont tous la même loi. Pareil pour le QI, donc voilà, toutes les personnes ne se connaissent pas, n'ont pas suivi, n'ont pas les mêmes parents, etc. Suivent la même distribution. Distribution et loi, c'est pareil. Et donc comment est-ce qu'on estime, parce que vous c'est ça que vous voulez faire en fait, vous voulez estimer quel est votre taux de conversion. Donc vous voulez estimer la moyenne du nombre de clics. Donc vous allez prendre par exemple vos 1000 personnes qui cliquent, alors si elles cliquent ça vaut 1, si elles ne cliquent pas ça vaut 0 sur votre call to action par exemple. Et à ce moment-là, vous allez faire la moyenne, jusque-là ça va, vous additionnez, faites la moyenne, vous allez avoir le taux de conversion estimé. Donc par exemple, si vous avez 1000 personnes et qu'il y en a 45 qui cliquent, le taux de conversion ce serait 4,5. Mais est-ce que cette estimation elle est fiable? C'est toute la question. Donc exemple, donc, voilà, c'est l'évolution d'un taux de conversion. Donc c'est ça en gros, évolution d'un taux de conversion. Donc là, vous avez le nombre de personnes, donc bon, personne ne clique, là personne ne clique, c'est un peu la misère, donc là si vous faites update, vous êtes un peu déçu et tout, et puis d'un coup ça commence à monter, au bout de 50 personnes, j'ai 3% quasiment, au bout de 100 clics, j'ai 3,5%, etc. Et là, si vous regardez au 200e clic, vous avez l'impression que ça n'arrête pas de monter, c'est la teuf, vous êtes super content, sauf qu'en fait, vous attendez quelques jours de plus, et là, erreur, dégoûté, en fait, non. En fait, il fallait attendre un peu plus longtemps pour avoir la vraie valeur de votre taux de conversion. Donc, vous voyez que typiquement, donc là, j'ai simulé un taux de conversion qui était à 5%. Sauf qu'en fait, si je m'étais arrêté juste là, ben, en fait, j'aurais eu un taux de conversion complètement erroné. D'où l'intérêt d'attendre. Donc, si vous vous posez la question de combien de clics je dois attendre pour savoir si mon taux de conversion est valable, ben, la réponse est un maximum. Mais du coup, comme à chaque clic, ça coûte de l'argent, ce qui serait bien, c'est de savoir exactement combien il en faut, par exemple, pour être sûr d'avoir une estimation pas trop mal. Donc là, en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est que, je crois que c'est la slide d'après, oh, trop bien. Donc en fait, à chaque point, ce que vous estimez, c'est une moyenne, hein. À chaque fois, c'est la moyenne des personnes qui ont cliqué sur toutes les personnes qui ont vu votre page. Et en fait, ce que vous voyez là, si ça bouge ou si ça bouge pas trop, c'est la variance. Donc, comme son nom l'indique, est-ce que ça varie beaucoup? Et là, on voit bien que quelque part, intuitivement, quand ça arrête de trop varier, ça doit être bon. En fait, c'est ça l'idée. Donc là, vous avez une variance qui est énorme. On sent que ça peut faire n'importe quoi au début, mais on sent qu'à la fin, ça se stabilise vraiment. Et vous voulez en fait essayer d'avoir une variance la plus petite possible. Et quand votre variance elle commence à être petite, là, votre estimation de la moyenne commence à être correcte. Traduction. Le plus petit possible, ça veut dire quoi? Bah, disons que en fait, si t'en as, en fait là, si on continue, en fait, attends, est-ce que je crois que j'ai une slide qui va le dire après, mais je vous donne après là les valeurs de la variance à différents points et on voit que ça décroît vachement. Donc là, j'ai fait 10 000 clics. En fait, si vous en faites 100 000, votre variance elle sera encore plus faible. En fait, c'est vraiment strictement décroissant. Donc ça ne sera jamais zéro. En fait, la variance à zéro, ça veut dire que ça ne bouge plus du tout. Et quand est-ce qu'on peut se sentir satisfait de notre variance? Bah, c'est ça. Alors, justement, en fait, c'est ce qu'on va voir. Tu vas voir que à partir d'un certain moment, ça commence à être correct en termes de est-ce que je suis sûre de mon coup ou pas. Donc là, par exemple, si je m'arrête ici et c'est à, je sais pas, on va dire à 500, je vois 6%, je dis ok, c'est 6%. Est-ce que je suis sûre de mes 6%? Avec quelle probabilité je suis sûre? Pour chaque point, tu as dit que c'était la moyenne de plusieurs clics. Ouais, en fait, la variance elle-même, elle peut changer en fonction du nombre de points que tu fais. Exactement. Et la moyenne, c'est combien? C'est 1000, c'est... En fait, sur combien de clics et bien là, justement, tu as l'évolution de la moyenne en fonction du nombre de clics. C'est-à-dire que là, par exemple, à 2000, tu avais une moyenne de clics de 6%. D'accord, ok.
à 10 minutes, tu as une moyenne de clics de 5%. Et ça, en fait, c'est l'évolution du taux de clic, donc de la moyenne, quoi, en fonction du nombre de clics. Et du coup, justement, voilà, la variance, elle décroît avec le nombre de clics. Donc ça, c'est important, parce que vous voyez qu'en fait, un chiffre tout seul, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Il en faut au moins deux, moyenne et variance, du coup. Comment est-ce qu'on estime la variance? Bon, ça, c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Il y a des trucs un peu plus moches encore après. Donc, en gros, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, exemple, quand on était à l'école, je peux avoir une moyenne de 10 sur la classe. Alors, avoir une moyenne de 10, ça peut vouloir dire que tout le monde a 10, ou ça peut vouloir dire que la moitié des gens ont 0 et que l'autre moitié a 20. Donc, du coup, c'est ça la variance, quoi. Si tout le monde a 10, j'ai une variance de 0, puisque chaque point, il y a un écart nul à la moyenne. Donc, ça, c'est je prends chaque point, et j'ai un exemple après, chaque point et j'enlève la moyenne. Et si, évidemment, j'ai la moitié de la classe qui a 0 et l'autre moitié de la classe qui a 20, bah, j'ai toujours une moyenne de 10, mais par contre, il y aura des énormes écarts à la moyenne quand chacun de mes points. Donc la variance, c'est à quel point ça bouge autour de ma moyenne. Typiquement, vraiment, ça. La moyenne, là, en fait, c'est 0,5. Enfin, c'est 0,05, c'est 5%. Là, bon, en fait, là, c'est très, très éloigné de la moyenne. Ça peut être très éloigné de la moyenne, mais là, ça va être de moins en moins éloigné de la moyenne à chaque fois. Voilà. Et l'écart type, c'est un mot que vous entendez, en fait, c'est exactement pareil que la variance, enfin, au sens où c'est la racine carrée de la variance. Si vous regardez l'écart type de la variance, concrètement, ça change strictement rien. C'est la même valeur. Enfin, c'est la même, ça représente la même chose. Voilà, donc typiquement, sur mon exemple de tout à l'heure, là, si je regarde à 500 points, j'ai une variance de 0,0000377. Bon, on a l'impression que c'est pas beaucoup, hein. On va voir qu'en fait, c'est énorme par rapport à la moyenne, quoi. Donc ensuite, si je regarde à 2000 points, ma variance, elle est déjà 3 fois plus petite. Et si je regarde à 10 000 points, ma variance, elle est 100 fois plus petite. Donc là, c'est vraiment, quantitativement, on voit l'intérêt tout de suite d'aller plus loin. On ne voit pas encore complètement l'intérêt, mais bientôt. Donc, petit exercice, pour être sûr d'avoir compris le principe. Je ne vous prends pas pour des imbéciles, mais bon... on vaut mieux prévenir que voilà. Donc, comment je fais la moyenne de mes... Donc là, clic, clic, pas clic, pas clic. Et donc, il faut imaginer évidemment ça sur 100 000, 10 000 clics. Donc bon, bah, la moyenne, ça va, donc, puisque là, tout va bien. Et la variante, je prends le premier, j'enlève la moyenne, je mets au carré. J'additionne avec le deuxième, auquel j'enlève la moyenne, au carré. Le troisième, c'est 0, j'enlève la moyenne. Et donc, ça me donne une variance de 0,3. Et du coup, l'écart type, c'est la racine de ce truc-là, c'est 0,55. Voilà comment ça marche. L'avantage, c'est que vous n'aurez jamais besoin de le faire. La variance est toujours plus petite que 1? Non. 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 Bah non, ah oui, bah non. Tu vois, donc, par exemple... Si c'était des valeurs beaucoup plus grandes, avec des écarts énormes, ça pourrait exploser. Qu'est-ce que je voulais dire du coup que, ouais, donc là en fait il n'y a pas d'erreur, hein. Donc là je divise bien par 5 et là je divise bien par 4. C'est parce que, c'est pour le coup c'est un peu compliqué, mais on montre que quand on divise par 5 moins 1, en fait, c'est un meilleur estimateur que quand on divise par 5. Croyez-moi sur parole. Okay. Normalement, vos logiciels, quand vous faites Excel et tout, ils intègrent ça, ou parfois ils ont deux valeurs, et ils font 10 par 5, ils font 10 par 4. Enfin, bon, par n ou moins. Ok. Alors, ça, c'est un peu mon truc préféré. J'adore la loi normale. Vous aimez certains trucs, moi j'adore la loi normale. Ah oui. Donc parce que j'adore l'histoire de la loi normale. Donc là, c'est la petite pause avant de partir dans des trucs un peu plus de maths. En fait, au départ, donc elle date d'un monsieur qui s'appelle Gauss, et d'ailleurs elle s'appelle aussi la loi gaussienne, ou de Laplace-Gauss. En gros, au début, donc lui, il était plus ou moins astrophysicien, je crois, donc il mesurait en fait des distances aux étoiles, ou des choses comme ça. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas. Et là, il se dit, tiens, c'est bizarre, je fais une première mesure, j'obtiens 1000, deuxième mesure, j'obtiens 1005, troisième mesure, j'obtiens 990, alors qu'il mesure la même chose, à chaque fois. Et si vous prenez un mètre et que vous mesurez la table, vous allez avoir une première mesure, puis une deuxième mesure, ce ne sera jamais exactement la même. Et incroyablement, en fait, les mesures se distribuent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on en fait plein,
on va se retrouver très souvent avec, on va se retrouver avec une courbe exactement comme ça. Donc vous allez avoir quelques mesures très basses, quelques mesures très hautes, mais plein de mesures qui sont plus ou moins au milieu. Non? Si. Donc en fait, par exemple, si je mesure la... Des notes de classe Ouais, ou les notes de classe, mais là c'est Ouais. vraiment dans la... Parce qu'il a commencé comme ça en disant que c'était la loi des erreurs. C'est que si tu dis, tiens, je vais mesurer la... Je prends un mètre, d'accord, je mesure la largeur de mon ordi, et là je vais avoir, je sais pas comment ça fait, 25 cm. Et puis après, toi tu le fais, et tu dis, ah non, quand tu fais tromper, c'est 25,2. Et puis si on le refait, quelqu'un qui va dire, ah non, vous n'avez pas été assez précis, en fait c'est 24,8, etc. Et en fait, quand tu regardes toutes les valeurs que tu as, tu vas avoir très peu de valeurs trop petites, très peu de valeurs trop grandes, et la plupart des valeurs qui vont se concentrer au milieu comme ça. Donc ça c'est un histogramme, donc là ça vous montre, donc là par exemple la moyenne c'est 200, 200, je sais pas, 200 mm. Donc je me fais plein de mesures, plein de fois je suis tombée sur 200 mm, 201 mm, de temps en temps je suis tombée sur 150 mm, mais très peu de fois je suis tombée sur plus de 250 mm. Donc du coup c'est joli quoi, non enfin, c'est une loi qui est complètement symétrique, qui me dit voilà, en fait quand vous mesurez une moyenne, vous allez faire des erreurs à chaque fois, mais l'avantage c'est que si vous prenez la moyenne des erreurs, ça devrait être la bonne mesure. En fait c'est ça. Ensuite, un peu plus tard, donc, il y a un Belge qui s'appelle Gauss, Karl Friedrich, son prénom. Je connais le prénom. Kettler, Adolf Kettler, donc statisticien belge, sociologue, statisticien, qui commence à faire une super théorie. Il dit, donc en fait, il va dans une caserne de pompiers ou de gendarmes, comme ça. Et il leur demande, vous voulez faire une expérience, donc il monte à l'étage sur le toit et il leur demande dans la cour de s'aligner par taille. Donc il dit les plus petits, vous vous mettez ensemble les uns derrière les autres. Ensuite, ceux qui sont un peu plus grands, vous vous mettez les uns derrière les autres à côté. Et puis les moyens les uns derrière les autres. Et puis les grands à la fin les uns derrière les autres. Donc en fait, ce qu'il voyait d'en haut, lui, c'était ça. Il y avait quelques tout petits. Il voyait les têtes en fait, les unes derrière les autres. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Et donc lui, ce qu'il voyait d'en haut, c'était ça. Donc il s'est dit, tiens, il y a une taille moyenne. Il y a une taille moyenne et les tailles humaines se distribuent de manière symétrique autour de la taille moyenne. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une taille moyenne, très peu de gens qui sont très petits, très peu de gens qui sont très grands, et tout ça est très joli et harmonisé autour de la moyenne. Et il se dit, tiens, j'ai l'impression que c'est pareil avec le poids. Puis il se dit, tiens, j'ai l'impression que c'est pareil avec l'intelligence. Et il se dit, tiens, j'ai l'impression que c'est pareil avec la gentillesse, j'ai l'impression que c'est pareil. Et là, du coup, il développe une théorie qui s'appelle l'homme moyen. Donc en fait, il dit, il y a un homme moyen, et autour de l'homme moyen gravitent, distribués de cette manière-là, tous les autres hommes. Donc voilà, il en fait un bouquin, machin. Et puis, quelques années plus tard, un Anglais, Francis Galton, arrive et dit, ah ben c'est vachement bien, il reprend la théorie et il dit, puisque c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas que les gens qui sont au-dessus de la moyenne? Donc, mais en fait, il ne voyait pas mal, quoi. Au début, il disait, on fait bien ça pour les chevaux. Au début, c'était ça. On croisait que les chevaux qui avaient des bonnes performances. Bon, pourquoi on ne ferait pas ça avec les humains? Donc, en fait, en gros, on empêche les gens, on les appelle tarés, donc en dessous de la moyenne, de se reproduire. Et puis, tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne, là, on les. Donc voilà, théorie de l'eugénisme qui après, malheureusement parce qu'elle est quand même jolie, fait partie en gros des théories qui mènent à le Troisième Reich, etc. Et donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir derrière une loi. C'est un peu triste, c'est dommage qu'elle soit pareille. Donc cette loi, reprenons un peu les maths, donc cette loi, elle a deux paramètres. Elle a un paramètre qui dit où elle est centrée, c'est sa moyenne, en général c'est lui. Et elle a un paramètre qui dit si elle est large ou pas, c'est la variance, c'est sigma carré. Et donc voilà, dans une petite image de Wikipédia, donc vous voyez que la courbe bleue, si vous voyez, en fait elle est centrée en 0 là. Et puis elle a une très petite variance, donc elle ne varie pas beaucoup. La courbe rouge, elle est aussi centrée en 0, mais avec une plus grande variance. Pareil pour la courbe jaune, et puis la courbe verte, elle est centrée en moins 2.
Et l'écart type, en fait, c'est comme la variance. Ouais, l'écart type, c'est la racine de la variance en fait. D'accord, ok. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Okay, Ouais, ça sert à rien. Connaître l'un, c'est connaître l'autre en fait. C'est pas. Ouais, mais en règle générale, on utilise toujours la variance. Quoi. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, l'écart type, on l'a sorti parce que c'est plus facile à interpréter. Ah. Parce que ça va être du même ordre, par exemple, dans mon histoire, tu prends des notes. C'est l'histoire d'ordre de grandeur. Les notes des étudiants, par exemple, ouais, exactement, tu prends les notes des étudiants, dire vous avez un écart type de 2, ça veut dire qu'en moyenne, l'écart entre deux personnes est de 2. D'accord. Alors que la variance, du coup, c'est 4 et que c'est pas très logique quand on veut l'interpréter. Donc cette courbe-là, cette loi-là, elle peut prendre toutes les valeurs possibles entre moins l'infini et plus l'infini. En fait, même si vous l'imaginez mal, il y a toujours une probabilité d'être là à moins 10 millions, par exemple. Elle existe, cette proba. Donc elle va vraiment partout. Elle est symétrique, donc ça c'est une caractéristique qui est sympa. On parle de l'espérance pour sa moyenne, hein, bon, on peut dire moyenne. Et puis on parle de la variance, donc on a dit tout à l'heure, c'est exactement le même principe. On voit que ça bouge ou que ça ne bouge pas trop, autour de la moyenne. Question ? En fait, tous ces trucs-là, les trois notions que tu nous as données, c'est ce qu'on appelle basiquement la loi de Gauss, en fait, ouais, ou la distribution de Gauss. Loi normale, ou gaussienne, ouais. ou Laplace Gauss, enfin, il y a plein de noms, mais c'est ouais, ça. D'accord. Ok, et donc du coup, ce qui est incroyable, c'est que... T'as l'air un peu passionné par ton truc quand même, hein. Ce qui est incroyable. En fait, l'air sous cette courbe, elle vaut 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a dit que dans une loi de probabilité, la somme des probabilités devait valoir 1. Et en fait, pour ce genre de loi, on peut la représenter comme une R. Donc, si je dessinais vraiment tout ce qu'il y avait en dessous de la courbe, ça vaudrait 1. Et donc là, en fait, c'est un peu dommage. Je ne puisse pas zoomer, je ne sais pas si on peut zoomer le truc, parce que vous ne voyez pas, mais en fait, là, il y a moins, ça va entre l'air rouge, elle va entre moins 2 et 2. Hein, en fait, elle va entre moins 1,96 et 1,96, on va voir tout à l'heure. Et pile poil entre ces deux valeurs-là, on sait qu'il y a 95% de probabilité. Et si je veux 99% symétriquement, alors il faut que j'aille jusqu'à moins de 25 et plus de 25. En fait, je suis capable à chaque fois, si je veux 99% de certitude, parce que c'est ça dont il va être question, si je veux 95% de certitude, ben je sais où je dois mettre les barrières des deux côtés. Pour l'instant, vous expliquez ce qu'elle raconte, on s'en fout. Mais bon, donc, en gros, le principe, c'est ça, c'est que Bon, ça, on s'en fout, ça. Laisse tomber. Ok. Voilà. Donc, et c'est là où le théorème central limite arrive, qui est le plus grand résultat statistique qui existe et qui est vraiment très sympa. Ok. Il vous dit un truc que Gauss avait observé en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il vous dit votre vraie moyenne, ce que vous estimez en fait, ça va se promener autour de votre vraie moyenne, avec une variance. On peut calculer quoi, et puis selon une loi normale. C'est exactement la loi des erreurs en fait. Il dit si vous essayez de mesurer quelque chose, donc là évidemment ce qu'on essaie de mesurer c'est un taux de clic, il lui dit votre vrai taux de clic il est quelque part, votre vrai taux de clic il est là, et vous ce que vous estimez c'est pas loin, et ça se trouve quelque part par là, dans une loi normale. C'est compliqué là. Ouais. Non, mais il faut une concrétisation, une mise en application. Ok, donc juste pour revenir à cette histoire de table, faisons une sorte de taux de clic. Donc, je fais un premier, j'envoie, je sais pas, 2000 clics sur une page, et là, j'ai un taux de conversion de 5%. Ok, j'attends 2 secondes, je refais la même expérience avec exactement la même page. Un taux de clic un taux de conversion de 4,9%, etc. Si je fais ça plein de fois, en fait, je vais avoir exactement cette distribution. Et du coup, mon vrai taux de clic, ce sera la moyenne de ce que j'observe. Et je saurais que l'erreur que je fais, elle est distribuée comme ça. J'ai l'impression que... On va voir. Vous me dites si ça va. Si, bon, ça revient à dire, tout ça, ça revient exactement à dire, c'est la même chose que de dire que si je prends l'écart entre ma vraie moyenne et la moyenne estimée, et je le divise par la variance, je suis dans une loi normale, donc
de moyenne 0 et d'écart type 1, de variance 1. Ça, c'est juste qu'on s'en sert pour les calculs. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'il y a de pire en formule, mais bon, ça va aller. Donc là, ça dit exactement la même chose que ce qu'on vient de dire. Ça dit, votre moyenne empirique, elle est distribuée selon une loi normale. Et donc l'écart entre votre vraie moyenne et la moyenne empirique, c'est la moyenne que vous observez. Hein. Si je divise par l'écart type, voilà, bon, ça suit une loi normale de 0. Je me rends compte que je ne suis pas très claire. Moi, je comprends pas le truc. Pourquoi pas faire une moyenne tout directement Parce qu'en fait, là, ce que tu essaies de voir, c'est oui, tu peux faire la moyenne. Ouais. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu fais la moyenne sur 10 clics, sur 200 clics, sur 5000 clics, Ouais, c'est pas pareil. sur 1000 clics, ce sera jamais pareil et tu sais pas si elle est fiable ou pas. En fait, ça te dit si elle est fiable ou pas, parce que plus ta courbe elle va être comme ça, plus ça va être fiable, plus ta courbe elle va être comme ça, moins ça va être fiable. Et en fait, là, ça théorise exactement ce que toi t'observes quand tu vois que la variance elle décroît et que ton taux de clic se stabilise. Il se stabilise parce que cette courbe-là, elle devient de plus en plus comme ça. Voilà, donc, est-ce qu'on en parle maintenant? Allez, on en parle maintenant. Donc, ce machin-là, le racine de n que vous voyez, n c'est votre nombre de clics. Donc, plus vous avez de clics, plus la courbe elle va se réduire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous observez une courbe qui a une variance qui dépend de 1 sur n. Donc plus votre nombre de clics est grand, plus la variance diminue. Donc ça c'est exactement comme ça qu'on a calculé au-dessus. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est pas une moyenne, en fait c'est une proportion. Donc là c'est exactement la même chose, sauf que l'écart type on le connaît, c'est P1 moins P. Donc P c'est votre proportion, donc c'est un taux de conversion par exemple. Et donc vous avez cette formule-là, on va essayer de l'appliquer tout de suite. Je me déteste, mais en même temps, j'ai vraiment essayé de faire le moins de formules possible, qu'à un moment donné. Non, mais c'est clair. À un moment donné, tu peux pas couper. Non, mais rassure-toi, rassure-toi. Ça va? Donc, regardez, donc ça, c'est vraiment, c'est the partie importante, si c'est vrai. Vous observez X bar, d'accord? Donc, vous observez quelque chose qui se trouve dans cette courbe. Et vous voulez la vraie moyenne. Et là, ce que ça vous dit, en fait, c'est l'histoire de mon coloriage rouge tout à l'heure. Ça vous dit que vous avez 95% de probabilité d'être entre ces deux trucs-là. Votre écart. Donc, en fait, vous pouvez calculer. J'explique mal. Attends. Voilà, c'est ce truc-là. Donc, ce machin-là suit une loi normale. Et entre ce nombre-là et ce nombre-là, vous avez 80, allez, on va dire que ça c'est moins 1,96 et ça c'est plus 1,96, ça c'est 5%, vous avez 95% de chance d'être entre ces deux nombres-là. Si on veut d'autres pourcents, on change le alpha, c'est pour ça qu'il y a l'alpha. On dit que c'est moins 1,96, plus 1,96 et que là ça fait 95%. Donc, du coup, si vous inversez ce machin-là, vous vous rendez compte qu'avec probabilité 95%, vous allez vous retrouver dans cet intervalle-là. Donc je m'explique, vous observez X bar, vous observez par exemple 5%, et bien vous avez 95% de chance que votre vrai taux de conversion se trouve entre 5% moins cette chose-là et 5% plus cette chose-là. Et cette chose-là, en plus, elle est archi facile à calculer parce que ça dépend de P. On va prendre le worst case scénario, donc le moment où le P est le plus grand possible. Le plus grand possible, c'est quand P est de 0,5 en fait. Je le vois. Et du coup, vous n'avez plus qu'à calculer votre moyenne moins 1,96 pour un racine de 0,25 sur n, et votre moyenne plus 1,96 pour un racine de 0,25 sur n. C'est des chiffres qu'il faut... C'est la moyenne. Et c'est ce que vous cherchez à estimer. En fait, je vais vous faire un exemple. Voilà. Donc, je retourne à mon truc, d'accord? Donc, j'ai 500 points. Et tout à l'heure, donc à 500 points, là, ma moyenne, c'est 6,2%. Ça, ouais, 6,2% que moi j'observe. La vraie proportion, si je suis exactement mon truc, je fais 6,2% moins 1,96 fois 0,25 pour une racine de 0,25 sur 200, parce que là j'ai 200 points. 500. Et je trouve 500. Ah, sur 500. J'ai peut-être fait 200 dans les calculs, mais 500.
Et je trouve qu'avec 95% de probabilité, en fait, mon taux de conversion, il est entre 1,8 et 10,5%. Super info. Voilà. Non mais donc en gros, votre 6,2% que vous observez où vous êtes content, c'est pas un vrai 6,2%. La seule chose que vous pouvez dire, c'est qu'avec 95% de certitude, il se trouve entre 1,8 et 10,5%. Si j'augmente le nombre de clics que je regarde, de 2000 points, et cette fois-ci je vois que ça fait 5,9%, je le mets là, et vu que en fait, je vais diviser par quelque chose de plus grand, là mon écart il va se réduire des deux côtés. Et du coup, d'un coup, en fait, je peux affirmer qu'à 95% de chance, il se trouve entre 3,7 et 8%. En fait, mon vrai taux, hein, c'est 5%, c'est ce que j'ai simulé, donc il faudrait qu'on tombe sur ça. Donc effectivement, 5%, c'est bien entre 1,8 et 10,5, bon. C'est bien entre 3,7 et 8. Et en fait, là, il y a une énorme différence entre un taux de conversion de 3,7 et un taux de conversion de 8%, c'est ça le problème. Donc, comment on continue? J'augmente le nombre de points. Et là, par contre, je commence à tomber sur un truc un peu plus raisonnable. Je vois que mon taux de conversion, que moi j'observe à 4,9, se trouve en réalité entre 3,9 et 5,8. Et si vous continuez comme ça, et c'est là c'est la réponse à ta question tout à l'heure, c'est que si on continue, je vais avoir un intervalle de confiance, ce qu'on appelle un intervalle de confiance, donc ce machin-là, qui plus j'augmente n, plus il va se réduire, et plus je vais avoir un truc archi précis. Donc on peut voir en fait à partir de combien... en fait, la question, c'est je peux savoir ce qui est satisfaisant comme nombre à partir du moment où je décide ce qui est satisfaisant comme écart. Si vous dites, moi, j'estime qu'un écart de 1% c'est satisfaisant et avant c'est mort, alors à ce moment-là, il faut juste inverser le calcul pour que ce machin-là, 1,96025 sur n, soit inférieur à 1%. Donc, il faudrait calculer, je ne sais pas, 1,96, si je prends 100 000 par exemple, ça devrait être pas mal. Quelqu'un me calcule. On va le faire en live. Donc, si je veux par exemple 1% d'écart seulement, enfin 1% à gauche, 1% à droite, alors à ce moment-là, il faudrait inverser. Donc, il faut faire. Quoi? Parce qu'en fait, dans son cas, c'était ça. C'est juste que c'était ça. Il faut 9600 points. Si je veux 1% à gauche, 1% à droite. Si je veux aller, je ne sais pas à partir de quand on est confortable. Ça veut un pêche, qu'est-ce que vous voulez comme certitude. Vous voulez une certitude à... non. 1%, c'est énorme parce que si tu veux, tu vois... C'est à 1% au global, donc 0,5 et 0,5 0,5. et 0,5, donc à ce moment-là, ça fait... Il faut 38 000 clics. Ouais. On va se contenter de 15%. C'est énorme parce que je suis dans ce cas-là. Ça veut dire vraiment que je vois les autres slides. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu vois, C'est dans le cas où C'est un peu la ça. variance, elle n'arrête pas de... C'est ça? Si tu as... C'est dans le cas où la variance... Ah oui, C'est dans le cas où la variance, elle n'arrête pas de changer. Ouais, c'est ça. En fait, si tu... Oui, enfin, clic ou no clic. Oui, d'accord. Là, ça te dit 6%, je suis en fait entre 1,8 et 10. C'est pas satisfaisant comme réponse, tu vois, parce que qu'est-ce que tu vas en faire de cette information, quoi. Donc, en fait, c'est bien de lancer un A/B testing, mais préparez-vous à payer 38 000 visites, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est que si vous voulez vraiment savoir, il faut que vous décidiez ce que vous voulez comme valeur avant, ce que vous voulez comme précision, en fait. Une fois que vous connaissez la précision, vous allez pouvoir savoir exactement, parce que là, en fait, c'est un calcul. Il suffit d'inverser le truc, hein. Donc, en fait, vous prenez l'écart que vous voulez. Là, prenez l'écart que vous voulez, vous faites 1,96 divisé par cet écart-là, par exemple 0,01%, non 0,5%, multiplié par la racine de 25, vous prenez le tout au carré, ça vous donne le n que vous voulez en fait, enfin je fais juste, j'inverse quoi, je fais ça égale
1%. Et j'inverse, mais le n de l'autre côté, je passe au carré. Machin. Il n'y a pas moyen d'accélérer? Je sais pas, il n'y a pas d'autres méthodes qui peuvent c'est-à-dire que, en fait, ou... en vrai, ça dépend parce que, bon, vous, qu'est-ce que vous voulez savoir? En vrai, c'est pas exactement forcément ça que vous voulez savoir. Parce que qu'est-ce qui est important pour vous? En fait, c'est ça tout le truc. C'est très bien, c'est des outils, c'est des trucs. Bon, les formules, en vrai, on s'en fout, je les mets parce que c'est juste pour comprendre à peu près ce qui se passe. Ça n'a aucune importance si vous les retenez ou pas, en vrai. Le seul truc, ce qui est important, c'est de comprendre à peu près ce qui se passe. Parce que, du coup, quand vous avez une idée de ce que vous pouvez avoir comme genre de réponse, pour trouver ces infos. Et du coup, la question, c'est est-ce que toi, ça t'importe d'avoir une précision à 0,05% ou pas? Est-ce que tu te satisfais de moins? Est-ce que tu veux juste savoir à peu près ou, tu vois? Parce que à peu près, c'est facile, en fait. Vous voyez la différence? Pour avoir 1%, on a dit qu'il fallait 9000, enfin 1% de chaque côté. Pour avoir 0,5% de chaque côté, il en faut 38 000. Donc c'est assez exponentiel comme truc, quoi. Je crois pourquoi le worst case scenario c'est 0,5. Parce que la moyenne P. Ouais, alors ce P, en fait voilà, c'est vrai que celui-là il est un peu tendu. En vrai, le problème, c'est que dans ce cas-là, dans le cas de la proportion, la variance dépend de la proportion qu'on essaie d'estimer. Comme on ne la connaît pas, on a le choix. Soit on met ici la proportion qu'on a estimée, donc en l'occurrence, je sais pas, 5%. Mais c'est pas X bar, hein? Si, c'est ça. Soit on remplace le P par X bar, ça c'est le vrai P. Le problème, c'est que ce qu'on essaie d'estimer dépend du vrai P qu'on ne connaît pas. C'est le problème de ce calcul-là. Donc la solution, en fait, consiste à prendre le pire cas possible pour P. Et en fait, le moment où P1 moins P est le plus grand, c'est quand P égale 0,5. En fait, tu peux le calculer. Ouais, P1 moins P plus loin, c'est 0,5. Mais en fait, parce que mon worst case, c'est quand j'ai 0 taux de conversion. Donc P égale 0. Non, worst case, c'est quand la variance est la plus grande possible. Ouais. Et du coup, donc là, en fait, vous êtes dans un worst case scénario. C'est-à-dire que ça se trouve, c'est pas 0,25, c'est quelque chose de plus petit. Au pire, c'est 0,25 en fait, selon voilà. Donc on aime bien mettre 0,25 parce qu'on aime bien être sûr vraiment. Donc voilà. Sinon, une autre solution, c'est si vous avez un X bar à 5%, vous remplacez P par X bar. Sauf que 5 fois, enfin 0,5 fois 0,95, c'est plus grand, c'est plus petit en fait que 0,25. Donc vous allez pas dans un scénario. Mais pourtant, le pire cas, il dépend pas du tout de la moyenne. Parce que ça se trouve, mon taux de conversion est de 90%. Ouais. Mais mon P over moins P, c'est pas 0,25. Alors attends, je vérifie un truc. Voilà. Alors effectivement, si vous pensez que votre estimation elle n'est pas trop mal, vous pouvez utiliser X bar moins X bar ici. Et dans ces cas-là, si je prends 0, si c'est 5%, ça me donne 0,047 au lieu de 0,25. Qui réduit quand même déjà pas mal de trucs. Mais bon, c'est juste un facteur 5, donc si c'est pas mal un facteur 5. Enfin, en racine, un peu moins. Enfin, voilà, en fait, c'est tout le problème dans le cas des proportions, on a ce problème que la variance, tout ce qu'on essaie d'estimer dépend de ce qu'on cherche à estimer. Enfin, dépend de ce qu'on ne connaît pas. Donc du coup, on est obligé de mettre une estimation à l'intérieur. Soit le P, on prend X bar si on pense que c'est une estimation valable, soit on ne veut pas s'emmerder, on met 0,25 pour être sûr d'avoir le pire cas possible. En fait, le pire cas, ce serait le cas où tu as des valeurs qui sont distribuées de manière très en fait, avec la formule, éloignée. En fait, avec la formule, je comprends qu'on cherche à maximiser P, 1 moins P, mais en fait, j'arrive pas à comprendre le lien avec X bar. Oui, mais moi je crois que c'est ça qu'il faut. Parce que, en fait, toi tu cherches à estimer P, c'est ton but ultime. Ouais, c'est mon but ultime. Tu avances dans la vie en cherchant à estimer P, qui est ton vrai taux de conversion, celui que tu ne connais pas. Ouais. Toi, le seul truc auquel tu as accès, en fait, tu as accès à deux nombres. Tu as accès au taux de conversion que tu vois, qui est X bar. Et ce taux de conversion, il est entre 0 et 100% en fait. Ouais, okay. Exact. Toi, c'est ce que tu vois, c'est X bar. C'est le premier truc auquel tu as accès. Le deuxième truc auquel tu as accès, c'est le nombre de clics, le nombre de visites. Ouais. C'est ces deux trucs-là. Donc, en fait, X bar, c'est ce qui est censé estimer ton P. X bar, c'est la moyenne par laquelle tu estimes P, et là, on s'en sert pour savoir où il se trouve. Le vrai P. En fait, c'est vraiment ça, le truc des stats, c'est que tu as toujours ce que tu essaies d'estimer et ton estimateur. Ouais. Et donc la question là qu'on se pose, c'est à quel point mon estimateur de P il est bon. Et le problème, c'est que là,
cet intervalle de confiance va dépendre malheureusement, enfin c'est dans les calculs de P qu'on ne connaît pas. Donc soit on remplace P par X bar, soit on remplace P par 0,5 pour être sûr de... Oui, c'est ça, parce que. Enfin, désolé, j'ai Non, pas beaucoup vas-y, de temps, vas-y, mais. Moi, mon pire cas, c'est moi aussi, j'ai un taux de conversion de 0. Pas si j'ai un taux de Mais conversion. non, mais c'est Non, pas non, la là, même c'est- chose. Ouais, c'est le pire cas dans l'estimation parce que... en C'est fait, l'intervalle. Ouais. Là, en fait, tu cherches à estimer ta vraie moyenne. Donc, pour estimer ta vraie moyenne, il faut que tu prennes le cas où les données que tu as sont les plus déconnantes, en fait. Donc, les plus déconnantes, c'est que l'écart entre deux valeurs soit les plus grands possible. Donc, dans la moyenne, c'est oui, 0,5. d'accord, ok. ouais. Donc, si tu prends 0,5, ok, c'est pas ça, mais finalement, tu as pris le cas le plus critique. D'accord. Donc, au final, tu as fait le calcul le plus sécurisant, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as fait le calcul où tu t'es mis dans la pire situation possible en termes de variance, sachant que du coup, sinon, Ou ton c'est X, aussi ou ton... correct de remplacer par X bar, le P là, par la proportion qu'on voit. Ça va donner quelque chose de plus petit parce qu'effectivement, au lieu de 0,25, on a en gros un 0,05. Et que du coup, ça va nettement réduire en réalité en fait, Ok. c'est vrai que c'est assez, c'est pas mal. Ouais, non, mais ouais. Si, ça va réduire de 2. En fait, ça va quand même réduire de 2. Ça va diviser par 2. Si vous prenez X bar, le point D, là, vous prenez 0,5, ça va réduire de 2 le nombre de. Enfin, ça va diviser par 2 le nombre de visites dont vous avez besoin. Donc, au lieu de 38, là, si j'utilise X bar, là, on passe à 20, quoi. C'est pas mal. Ça vaut le coup de prendre le risque. Si on est sûr. Non, parce que c'est vrai que remplacer par 0,5 quand on a une forte raison de supposer que c'est 0,05, c'est un peu con, effectivement. Bon. Mais donc voilà, c'est pas exact. Hein. Enfin, si on connaît le résultat avant, on fait pas de test. Hein. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça. C'est pour ça que là, on se dit, je me mets dans la situation où ma mesure, elle est complètement déconnante. Où je n'ai pas de raison de supposer qu'elle ne soit pas. Et voilà. Donc effectivement, bah voilà comment on réduit, je ne sais pas qui m'en dit tout à l'heure, mais comment on réduit éventuellement, bah, on peut réduire en utilisant cette donnée. Mais bon, c'est quand même énorme. Et je sais pas, est-ce que c'était dans votre intuition ou pas? Pas vraiment. C'est ça le truc, c'est que ouais, je trouve que ça casse pas mal les intuitions qu'on peut avoir. Et que quand tu regardes, je sais pas quel logiciel on peut utiliser, Unbounce ou je sais pas quoi, quand on voit le taux de conversion qui grandit, on peut commencer à s'exciter et là ça remet les choses en place quand même. C'est vrai que ça remet les choses en place. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure était vraiment très bon. Enfin, très bon. Je me permets, c'était très bon. La partie sur la logique des tests, comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire un test et valoriser, enfin comprendre ce qu'on sort de là. Je trouvais ça super intéressant. Parce que tu vois, j'avais pas compris avant à quel point est-ce qu'on pouvait complètement se planter en ayant une valeur qui mathématiquement on peut se dire bon, ok, c'est 5 points, c'est 5 points. Quoi. Alors qu'en fait, si ta distribution est pourrie, bah, c'est ça, et d'autant plus qu'en fait le problème que vous avez, c'est que vous avez envie d'y croire. Quoi. Donc en fait, quand vous voyez votre 7% ou votre 10% s'afficher, malheureusement, il y a de fortes chances que ne soit pas du tout fiable. Alors, ok, il peut être plus haut, mais il peut surtout être plus bas, c'est quand même ça qui nous inquiète le plus. A l'inverse aussi, par exemple, si on reprend tes cas de dépouillement municipal, bah, si on n'avait pris que 5 votes, bah, la variance aurait été 0. Non, justement, parce que pareil, on aurait pris 0,5. Tu vois, c'est là le truc. Dans le cas des votes, ça c'est typiquement un bon exemple. Donc, dans le cas des votes, c'est exactement une histoire de proportion comme ça, hein, c'est la même chose. Donc, je prends ma proportion qui est de 1, enfin, de 0. Du coup, P en 1P, si j'utilise X bar vaut, on va dire, je prends la candidate de droite, donc X bar vaut 1. Donc si je remplace P par X bar, du coup j'ai une variance de 0 qui pour le coup n'a aucun sens puisque mon X bar n'est pas du tout fiable. Donc là, remplacer dans ce cas-là P par X bar, ça aurait été une grosse connerie. Non, il faut jamais qu'on ait P à moins P égale 0. Et si jamais on a ça, mieux vaut... P en 1P égale 0, c'est que du coup... Bah, P égale... Justement en fait, P en moins P égale 0. Si on regardait, si P vaut 0 ou 1 moins P vaut 0, regardez ce qui se passe. Votre intervalle de confiance, il est entre ce que vous avez estimé et ce que vous avez estimé. C'est-à-dire il est ce que vous avez estimé. Le pire que tu es, c'est quand P vaut 0,5. Donc tu es entre 0 et 0,5, c'est le pire ou le meilleur. Sauf qu'effectivement, dans un cas où on n'est pas du tout sûr de notre coût,
Donc par exemple, dans l'histoire, les 9 bulletins de vote à droite, à ce moment-là, si j'avais remplacé P par X bar, j'aurais une variance de 0 et j'aurais un résultat complètement rond puisque j'aurais déduit à partir justement des 9 votes que la candidate de droite allait gagner à 100%. Ce qui aurait été complètement rond. Mais ça dépend parce que ça. Parce que là, tu fais avec 9 votes. Et si c'était 9 votes sur 9 votes, ça aurait marché, toi. Alors que c'est 9 votes sur. Non, c'est 9 votes sur 9 votes. Bon, on peut le faire. Regarde, on peut faire l'estimation de l'histoire de truc. Donc, Ouais. donc, on va prendre 0,25 du coup, hein, donc n égale 9, puisque j'ai 9 bulletins de vote. X bar vaut 1, 100%. Donc ça fait combien? 1,96 fois. Tac, tac. Je sais pas trop gérer les racines. Puissance 0,5. Donc ça vaut dans ce cas-là 0,33. Et du coup, ouais, ça c'est intéressant. Donc ça vaut 0,33, donc ça nous dit à 95% de certitude, le vrai pourcentage de la candidate de droite se trouve entre 68 et 1,32, enfin entre 68% et 132%. Alors ça, du coup, c'est intéressant, parce que c'est pas du tout le cas. C'est exactement pas ça qui s'est passé. Donc, pourquoi c'est pas le cas? En fait, ce qui a dû se passer, bon, moi c'était un peu mon idée, c'est qu'effectivement 9 bulletins de suite, c'est pas mal, surtout quand en fait la vraie tendance est de l'autre côté. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens vont voter des fois en famille, en couple, etc. Donc souvent ils vont faire la même chose quand ils se suivent. Ah oui, là c'est pas indépendant. Les enveloppes s'agglomèrent. Et quand ils sortent les enveloppes, en fait, ils les remélangent pas. Donc moi je pense que c'est ça qui s'est passé. Parce que là, effectivement, c'est bizarre. Enfin, donc là, l'intervalle de confiance, il est faux. Est-ce que du coup on voit pourquoi? Là exactement. Il n'y a pas l'indépendance dont on parlait au début, parce que pour que tout ça marche, il faut que les trucs soient en indépendance. Donc si les bulletins de vote sont agglomérés parce que les gens sont votés entre amis ou en famille, qui veulent la même chose, qui se connaissent, machin, ou que, mais n'importe quoi, enfin, je sais pas, Oussama disait l'autre jour, quand il y a du soleil, je sais pas quoi, bon, bah, si ça se trouve, il y a des gens qui vont voter plus tôt en fonction de ce qu'ils votent, et d'autres gens qui vont voter plus tard. Peut-être que les gens de gauche votent à la dernière minute, ou j'en sais rien, donc du coup, à ce moment-là, ils ont tous les trucs. Donc ça, du coup, c'est pas étonnant. Et dans ces cas-là, l'intervalle de confiance, il marche pas du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est des histoires d'exemples. Si vous voulez, on peut faire, on peut déjà maintenant, là, avant de passer au vrai mouche. Après, il ne reste pas beaucoup de stades en fait. Alors, essentiellement, on a vu tout ce qu'on veut voir. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est directement faire du Excel. Je sais pas trop faire du Excel. Justement, à propos d'outils, il n'y a pas des outils qui sont directement en lien avec les outils pour faire des sites web? Par exemple, là, Unbounce, par exemple. Attends. Tu l'appelles comment? Attends, je vais vous montrer. Le problème, c'est qu'en fait, Ça va pour toi? Excellent. Dis donc, t'as mis ça en fond d'écran maintenant? C'est bon ça. Peut-être faire ça pour demain au bureau quand même. Excellent. Excellent. donc, ce truc, il est bien. Alors, le problème, c'est qu'il coûte un peu cher. Ouais. Là, je suis sur le liste, alors attends. Ouais, moi ça marche. Donc voilà, alors attends, je sais pas si on voit. Appuie sur les doubles flèches là.
Donc sur Unbounce, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais directement ta landing page. Donc tu peux créer une landing page qui a des templates et tout ça. Ouais. Un peu comme sur Strikingly, mais encore plus rapide parce que du coup, tu veux faire juste un petit truc. Ensuite, tu arrives là-dessus. Donc là, par exemple, le mec, il a fait bon là, on voit 4 pages. Et là, il lui dit, voilà, sur la première page, tu as eu 144 visiteurs et 47 conversions, voilà, ton taux de conversion de 32%. Sur ta deuxième page, tu as eu 2 visiteurs, une conversion, tu as 50% de taux de conversion. Là, on voit tout de suite le truc dont on parlait tout à l'heure, c'est que cette conversion-là, il ne faut vraiment pas lui accorder trop d'importance pendant cette histoire. Donc 50% de taux de conversion sur 2 visiteurs, ça n'a absolument aucun sens, enfin aucun intérêt pour vous de le savoir. Donc voilà, ça se présente comme ça, et du coup tu peux aussi, par exemple tu as une landing page que tu as déjà fait, tu peux directement la dupliquer et changer un micro-élément dessus, si par exemple tu veux changer la couleur du bouton, ou si tu veux En fait, l'outil de stat, il est livré avec l'outil de... Ouais, et sauf qu'en fait là, toi tu contrôles rien en fait, c'est lui qui te dit en si fait. c'est significatif ou pas, c'est lui qui te dit, lui il fait tous ses calculs derrière pour savoir si c'est significatif et tout. Ah oui, donc il y a une estimation C'est carrément- d'un service en plus. C'est carrément sur Unbounce que tu vas éditer ton landing page. Mais si par exemple tu as un landing page qui est déjà tout fait sur un autre... Non, tu peux pas. Non, mais c'est là où c'est dommage parce qu'en fait, le logiciel il est pas mal, mais en plus il coûte assez cher. Je crois qu'il est gratuit pour une mois et après je crois que c'est 50 ou 60 $, un truc comme ça. Donc là, si je récapitule, le Unbounce, c'est un hébergeur de landing page avec les outils de stat à côté. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Faut que je regarde s'il n'y a pas un plugin WordPress en fait. Et sinon, je crois qu'il y a aussi Kissmetrics. Je sais pas si tu peux faire des landing pages dessus. Ça, je sais pas. Je sais pas, vous utilisez quoi? Analytics? Analytics, c'est pour juste vérifier tes taux de conversion et tout ça. Oui, Non, mais mais c'était je- juste la première. Avant, ils avaient Google Website Optimizer et ils l'ont intégré à Analytics. Et en fait, tu as les taux de conversion et tu as aussi un paramètre à côté où ils indiquent la signifiance à 95% avec des 2 barres qui se rapprochent et quand c'est l'inverse. Donc voilà, cette histoire de 2 barres qui se rapprochent. Comment tu dis que ça s'appelle? Alors, c'était Google Website Optimizer Et ça s'appelle comment maintenant? et maintenant, je pense que c'est intégré à Analytics. D'accord. Ouais, effectivement. Il y a Optimize, je crois. Optimize. Moi, en vrai, voilà, je connais pas forcément ces outils, donc je sais pas trop. Moi, je connais plus les stats en fait que les landing pages, essentiellement. Donc, qu'est-ce que ça me demande ça? Mais en fait, voilà, je sais pas, mais en tout cas, si vous voyez si vous voyez des barres qui sont rapprochées, bah, maintenant vous savez que c'est l'intervalle de confiance qui se réduit. C'est dommage, je ne puisse pas voir. Comportement. J'étais sur Unbounce. Moi, je suis sur The Family Boost. Ça marche très bien. C'est chaud. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'outils, je pense, qui vont vous dire t'inquiète, on calcule tout ça pour toi. Donc il faut juste avoir en tête que lui, derrière, il va faire tous ces calculs-là, de significativité, etc. Et bon, il faut s'assurer qu'il y a des calculs de significativité. Et puis si vous avez un doute, de toute façon, c'est quand même assez facile à calculer. À la limite, cette formule là qu'on avait tout à l'heure. La moyenne moins 96 de racine des autres. Ouais, voilà, c'est ça, elle est assez facile à retenir. Attends, du coup, je vais faire. C'est un peu béni parce que je vois pas la même chose que là. Donc, Excel, il peut lui permettre de faire ça assez rapidement, je pense. Donc, on teste. Tu crois pas une logiciel? Bah, moi, en fait, je fais plus des trucs un peu des geeks. J'utilise des logiciels où il n'y a pas vraiment d'interface. En fait, je fais des trucs en Python. Excuse-nous. Voilà, je ne veux pas vous imposer ça en fait. Moi, je ne connais pas bien Excel du tout. Mais en revanche, on peut quand même. Il est
trucs en Python. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux dire par exemple que j'ai. C'est bon. C'est un C'est un langage. langage de programmation. Ouais, c'est un langage de programmation. Ouais. D'autrerie. On peut se faire des essais, hein. On peut dire nom de visite, on peut dire. C'est bien en Python. On a une visite. Merci. C'est quoi un taux de conversion bien? C'est sur un. Allez, on a eu 123 clics. Eh ben, dis donc. Donc, taux de conversion, on va dire estimé, ça va être. Je sais pas si on change de Tac. Je fais un peu quand même, je sais faire des trucs comme ça, mais c'est tout. Ah, je suis assez impressionnée. On va voir ce qui se passe en fait quand on augmente vraiment à chaque fois le nombre avec la même proportion en fait. 1, 2, 3. C'est trop plus faire chaud d'ici. Tu vas voir le taux de visite de la compte. 100 000. Attends, pourquoi pas, Non, mais je sais pas quoi. En fait, voilà, j'ai le même taux j'ai le même taux de clic, simplement ce que j'ai fait, j'ai pris des noms différents pour voir ce qui se passe. Donc du coup la formule c'est quoi? La formule c'est on a dit qu'on prend oui, donc voilà, donc, on va mettre on va l'appeler incertitude. Donc incertitude, je peux vous envoyer le fichier après à 5%. C'est 1,96. Voilà, c'est là où je ne sais pas utiliser. C'est 1,96, on a dit, multiplié par. Racine de 0, Ouais, enfin, voilà, donc c'est ça. 0,25 sur ton nombre de clics fois puissance 0,5. Non, on fait racine. Enfin, c'est puissance 0,5. Ah non, c'est l'inverse. Puissance. Ah non, racine. Oui, 0,5. C'est racine. Racine, c'est Tu fais puissance puissance 0,5. 0,5. Ah, pardon, d'accord. Ok. Puissance Non, 1,5. mais tout à fait. Puissance 1,5. Comme ça. Ouais, mais en fait, il faut que tu mettes. Ça fait 0,5. Ouais, mais là, c'est pas bon. En fait, c'est. On a dit quoi? Que c'était 0,5 sur ton truc d'au-dessus. Sur tes 1000, là. Tu fermes ta parenthèse, puissance 0,5. Comme ça a marché. Normalement, oui. J'ai une erreur. Je comprends pas ce qu'il me dit. Pour obtenir de l'aide avec la de fonction, cliquez sur OK si vous ne voulez pas taper formule, évitez les. C'est pas bon? Ah, mais si c'est pas parce qu'il veut des virgules, il veut des virgules. Il veut des points. Voilà, ok, parfait. Donc, du coup, ouais, ça a l'air bien. Donc, du coup, intervalle de confiance bas, et ben, en fait, c'est égal à ça, plus, enfin, pardon, moins ça. Ok, et intervalle de confiance haut, c'est égal à ça, plus ça. Je sais pas si vous le faites en même temps ou pas, mais... Non, bah tu le fais très bien. Mais en plus, c'est vraiment, ça peut me faire plaisir. Moi, je suis nulle en Excel, hein, mais alors vraiment, je connais rien du tout. Alors, on voit rien. Ouais, par contre, est-ce que tu peux changer la. Alors, est-ce que je peux. Non, je n'ai pas peut-être si je fais ça. Non. Non. Tape un truc dans les pourcents. Je vois le boule, mais je suis normal. Et bah non, mais écris ce que tu veux. Ah, je peux mettre 500? Ouais. Non. 400. Ah, je peux essayer jusqu'à 400. Ah, le méchant. Pourquoi il n'y a pas le même raccourci? Ah. Ok. Donc, voilà. Donc, pour exactement le même taux de conversion, qui est 12,3%, mais en fait, regardez ce qui se passe si j'ai 1000 clics, 10 000 clics, 100 000 clics, 1 million de clics.
Si j'ai 1000 clics, en fait, mon 12,3 il est en fait estimé entre 8 et 16,7. Si j'ai 10 000, il est entre 10 et 13, qui est déjà beaucoup mieux, enfin entre plutôt 11 et 13,6, etc. Si j'ai 1 million, il est entre 12,16 et 12,43. Donc là, on commence à dire, ok, là je commence à être vraiment sûr du truc par rapport à ici. Vous voyez comment ça bouge en fait, ça bouge d'une manière vraiment très très forte. Je ne sais pas ce qui se passe si je remplace par... c'est quoi un nombre normal qu'on peut payer, qu'on est capable de payer avec Google Ads? 30 000, 30 000 on peut. Donc, de toute façon, 1 million, il y a peu de chance. 100 000. Donc 30 000. Et forcément, du coup, j'ai plus le même taux, mais bon, donc là, du coup, le taux a changé, c'est 0,41. Et là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, En même temps, enfin, de toute façon, le nombre important, il est là, en fait. Hein. C'est ce truc-là qui vous intéresse, c'est savoir l'incertitude que vous allez rajouter en bas et en haut. Elle est immense. Les 4% ici, et là, déjà à 30 000, on est à moins de 1%. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Après, il n'y en a plus pour longtemps en fait, derrière, c'est juste c'est d'autres formules, mais vraiment dans le même esprit, ce qui vont me permettre pour le coup de comparer deux pages en fait, pour voir laquelle marche mieux. Ok. Ah oui, voilà, pardon. Test statistique. Donc maintenant qu'on sépare l'intervalle de confiance, on sait que la moyenne se trouve avec 95% de certitude entre la valeur estimée moins machin, la valeur estimée plus machin. Ok. Et donc du coup, ce qu'on veut savoir en fait, c'est est-ce que, par exemple, pardon, en fait c'est marqué là, est-ce qu'on peut affirmer que le taux de conversion qu'on cherche, donc qui s'appelle P, il est égal à un certain P0 que vous choisissez. Par exemple, vous trouvez, je ne sais pas moi, 12,3%, et vous allez poser la question au test, est-ce que ma valeur est de 12,3%? Donc du coup, vous allez lui calculer cette chose-là, qui s'appelle une statistique de test. Donc en fait, vous allez tout simplement remplacer, c'est vraiment tout bête, le P ici, mais une erreur, c'est racine, vous vous en foutez, c'est racine de n qui est au-dessus. C'est pas 1 sur racine de n, c'est racine de n, mais pour chacun. Donc, il y a aussi une belle erreur ici. Bon, je suis désolée, la formule est un petit peu sans tête. C'est 0,5 là, c'est pas 0,5 là, c'est racine de 0,5. Donc, du coup, vous allez calculer ce truc-là. Et ce que vous allez regarder, c'est où est-ce que vous êtes dans votre loi normale, en fait. Vous dites T, je sais que c'est un truc qui suit une loi normale. On a vu tout à l'heure, je vais remonter vite fait. Voilà. Je sais que la valeur que je calcule, elle est là-dedans. Si tout se passe normalement, si j'ai raison, en fait, le T, il va se trouver plutôt vers le milieu. Par contre, si en Roche, il va se trouver sur les côtés. Donc il va être très grand ou très petit. Donc j'utilise la valeur que j'ai calculée, 12,3% par exemple, et je vais trouver une valeur ici, là, quelque part. Et je vais la comparer en fait à mes extrêmes et dire, tiens, si elle est trop grande, c'est que l'hypothèse que j'ai faite est fausse. Donc, démonstration ici. Je sors ici. Donc, démonstration pour le test. Donc, du coup, si je demande, est-ce que le taux de conversion égale 12,3%? C'est la question que je pose. Donc, du coup, je calcule la statistique de test qui vaut donc ça qui vaut donc égal à ça puissance 5 divisé par fois l'écart entre les deux.
Non, fois. Aidez-moi. C'est con. Ouais, il faut que tu nous remontres. Parce qu'on peut bien t'aider. Mais... Voilà, moyenne, voilà, c'est ça. Donc ce que j'observe, moi je ne les connais pas par cœur, par exemple. Divisé par 0,25, en fait c'est con. Je vais lui demander en fait il faut que je pose la question à l'avance, est-ce que mon taux est égal à 12% par exemple. Il faut savoir est-ce qu'il est égal à 12%, donc je compare ce que je veux savoir avec ce que j'observe effectivement. Il faut encore que je divise par 5 je crois. Tu mets ça en virgule aussi, le premier. Faut que je fasse ça. Mais une virgule. Voilà. Donc moins 18, moins 0,18, ça veut dire que je suis dans le blanc. Je suis au milieu, enfin dans le rouge là comme tout à l'heure, plutôt voilà, je suis dans le truc. Par contre, je lui demande, tiens, est-ce que mon taux de conversion il est de 2% par exemple. Je vois que je compare par rapport à ce que j'ai estimé. Ouh là là, et là il me dit moins 6,5. En fait, les valeurs normales se trouvent entre moins 1,96 et 1,96. Donc, si je suis à moins 6,5, je suis archi à l'ouest en fait. Donc là, il me dit non, non, pas du tout là. Je crois que tu n'as pas compris. Donc, du coup, je compare en fait. L'objectif, c'est de comparer. Ok. Si je sais ce que je vais faire en fait, je vais voilà. Dans mes notes, ah, je suis désolée parce que là, je vais mettre un nombre que je veux vérifier, voilà, 2%. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, je suis vraiment forte parce que je vais même faire ça. C'est ça, non? Si je veux bloquer le B9. Voilà. Et je vais même changer ça par ça. Voilà, donc là, il me dit, pas du tout, tu es à moins 6,5 alors que ta limite c'est 1,96, donc tu n'es pas du tout dedans. Si j'ai encore plus de valeur, il me dit non mais vraiment pas. Si je suis encore plus loin, il me dit non mais là, vraiment, on ne se comprend pas, etc. Donc du coup, en fait, ce test, le résultat du test va être évidemment plus fort si vous avez plus de gens. Par contre, du coup, si je lui dis, tiens, est-ce que c'est, allez, 12%, là, il me dit oui. Bon, ça c'est con parce que c'est pas la même valeur qui m'intéresse. Vous regardez pas celle-là, on s'en fout de celle-là. Donc là, il me dit oui, ça doit être bon, 12%. Là, il me dit oui, mais bon, quand même, on commence à s'écarter. Par contre, là, avec je sais plus combien, 1 million, là, il me dit non, mais pas du tout. Par contre, c'est pas 12, c'est 12,3. C'est pas. Donc, confond pas 12 et 12,3. En fait, la précision est d'autant plus forte, évidemment, que vous avez beaucoup de gens. Quoi. Donc, si je lui dis 10, on va voir. Là, il me dit ouais, mais là, ça commence à être limite. Vous voyez, en fait, voilà, en gros, plus cette valeur est petite, enfin, plus cette valeur est loin, parce que si je peux être plus grand aussi, hein, je peux vous dire, par exemple, 13. Donc là, la valeur est positive, puisque je suis au-dessus de 12 et 12, enfin, de 2,3. Donc, plus cette valeur est loin, plus je suis loin dans la distribution, plus la probabilité que ça arrive par hasard est fausse, et petite, pardon. Donc voilà, c'est ça. Donc, si tu mets 12,3, ça se rapproche de 0. Alors, et si je mets 12,3, non, bah, si je mets 12,3 exactement, ça va être 0 en fait. Parce que forcément, c'est exactement la même chose. Et si je me... Mais en fait, vous, en général, ce que vous voulez vérifier, c'est est-ce que je peux dire aux investisseurs que c'est à 15 quoi. Bon, ils verront rien. Oui. En fait, c'est ça la question. Ouais. C'est est-ce que je peux affirmer que c'est 15 ou est-ce que je peux affirmer que c'est 10 ou est-ce que je peux machin. Et alors, après, évidemment, tu peux aussi regarder... Il ne faudrait pas changer les exemples d'eau parce que comme tu es proportionnel à chaque fois... Ouais, bah si, en fait, parce que là, finalement, on se rend pas compte, je pense. Bah, justement, en fait, ton truc, c'est qu'à chaque fois, tu observes 2,3. Ouais.
Sauf que dans le premier cas, tu avais que 1000 observations, dans le deuxième cas, on avait 10 000, dans le troisième cas, on avait 1 million. Et là, en fait, ce qu'on regarde, c'est le fait, même en regardant le même chiffre, le fait d'avoir eu plus d'observations, plus de visites, qu'est-ce que ça change dans la décision que je prends, en fait. Et alors que j'observe exactement la même chose, et pourtant, parce que j'avais plus de valeur ici, là, la réponse va être différente. Là, il me dit, oui, tu peux dire aux investisseurs que tu avais 15, et là, il dit non, il ne faut pas leur dire que tu as 15, là. T'es trop loin. T'es trop loin de la... Vous voyez le concept un peu du truc? Au début, tu peux raconter n'importe quoi. Ça, c'est plus difficile. Non, mais c'est ça. Non, mais raison, En fait, voilà, évidemment, quand on dit on peut faire dire ce qu'on veut au chiffre, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est pas mal. Là, si tu me demandes, tu vas me dire, est-ce que mon chiffre il est significatif? Je vais te dire, oui, tu as eu 1000 visites, tu as un nombre à 1,7, bon, c'est un peu chaud, mais tu peux, si ça reste, tu peux pas rejeter l'hypothèse. Et imaginons entre le premier et le deuxième cas, si le premier, donc tu restes sur les mêmes chiffres, le deuxième, donc 10 000, et tu tombes par exemple sur 1400. Et bien, qui a commencé. Et puis le dernier, tu retombes sur 1000, sur, je sais pas, 13 000 ou 130 000. Faut voir un peu comment ça évolue le truc. Dans ce cas-là, ça dépend ce que je demande en fait. Alors ici, tu vas à chaque fois gagner un facteur 10 en gros, au niveau de la précision de l'intervalle de confiance, mais par contre forcément tu n'estimes pas la même chose. Et ici, si tu mets 0,13 par exemple, qui est ta valeur la plus... Si je mets 0,13, il va être d'accord